Pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau de la Cour suprême, et ce qui s'est entre autres passé hier, où il y avait une audience extrêmement importante pour l'avenir de la démocratie américaine, il faut voyager dans le temps. Hein, on va commencer cette partie par une toute petite, un tout petit rappel, un rappel historique de cette Amérique avant 1965, qui correspond à la définition d'un apartheid. C'est l'Amérique de Jim Crow. Hein, si tu peux nous l'écrire, Cody, dans le chat, c'est un nom que vous allez entendre énormément dans les prochaines semaines, et plus particulièrement cet été, au début de l'été, à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, avec une décision capitale que doit prendre la Cour suprême des États-Unis. Et donc, Cody, est-ce que tu peux nous parler, et après on verra pourquoi je dis cette Amérique avant 1965, Oui. est-ce que tu peux nous parler de l'Amérique de Jim Crow et qui était Jim Crow? Donc, Jim Crow, ça se passait dans le sud des États-Unis. Et la phrase, et surtout, je crois que c'est une phrase qu'on va entendre souvent avec ce débat, c'est séparé mais égal. C'était ça la défense dans le sud en disant on va avoir toutes ces lois restrictives comme vous voyez là où il y a des panneaux pour marquer où les blancs ont le droit de se mettre et où tous les autres doivent se mettre. Et bien évidemment, vous voyez la différence en qualité et tout pour les non-blancs. Et donc, c'était cette idée de dire, OK, on va avoir une société qui est divisée avec une ségrégation, mais ne vous inquiétez pas, on est égal. Ouais, donc voilà. Donc Jim Crow, c'est un personnage fictif. Oui, hein, qui a on est bien été ça. joué par un acteur blanc qui faisait du blackface et qui représentait les Noirs et pas d'une bonne lumière. Et donc, c'était ces lois qui ont été nommées après cet acteur des Ouais, années... c'est pas d'après lui, mais c'est d'après le personnage d'après qui jouait... le personnage, qui- c'est devenu un terme générique. C'est Voilà. ça ouais. Voilà. Et donc, vous voyez là, c'est un bus où si vous étiez pas blanc, il fallait se mettre au fond. Et quand il n'y avait pas assez de place, il fallait laisser la place à un blanc. Donc, c'est plein de lois et exemples comme ça où vous voyez, vous avez des endroits pour attendre le bus, le train, où c'est juste pour les gens d'une certaine couleur de peau ou d'une autre. Et il y a exemple après exemple, les écoles, où en plus, après, on voit, mais on va vous dire, mais les deux groupes, ils avaient des écoles, mais on voyait qu'il n'y en avait qu'une qui était financée et l'autre qui était quelques bouts de bois mis ensemble et on disait que c'était une école. Et c'était exemple après exemple comme ça. Ouais, donc voilà, c'est un ensemble de lois au niveau de l'État, mais aussi des tas de lois locales, hein, parce que c'était vraiment une des faiblesses du Sud, c'était la possibilité d'avoir des lois au niveau des villes qui étaient extrêmement restrictives. On vous avait fait cet été ce sujet sur ces villes, par exemple les Sundown Cities, qui interdisaient les Noirs de les traverser de nuit, et comment la campagne de Donald Trump, sur la fin de sa campagne, avait décidé de passer qu'à travers ces villes-là, qui avaient été les pires de la restriction. Donc le Jim Crow, c'est cet ensemble de lois locales, encore une fois, et au niveau de l'État, qui à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ont créé dans le sud des États-Unis une véritable situation d'apartheid. Oui, c'était vraiment deux sociétés à part. Et c'est pour ça aussi que légalement, ce débat en disant que ces deux groupes séparés mais égaux n'a pas tenu, parce qu'il suffit juste les trois photos qu'on vous a montrées sans vous parler du traitement dans n'importe quelle catégorie de vie pour voir que séparé, oui, égal, non. Voilà, et ces lois Jim Crow, évidemment, étaient poussées par les Blancs, des groupes comme le Ku Klux Klan, etc., etc. Et donc ça, c'est l'Amérique. C'est une réalité, hein, c'est juste hier, en fait, si on réfléchit. C'est une Amérique qui a existé jusqu'en 1965, avec énormément d'efforts de la part avant évidemment 1965, de John F. Kennedy, et surtout
de son frère Robert F. Kennedy, qui a utilisé le FBI et donc les forces fédérales pour aider ce mouvement des droits civiques, Martin Luther King, etc., etc. Et tout ça a abouti en 1965 par la signature d'un texte de loi essentiel. Cody est allé nous chercher les photos. On voit qu'il y a MLK derrière Lyndon Johnson. Donc là, c'est quoi cette photo? C'est la signature du Voting Rights Act of 1965, donc le droit de vote de 1965, qui est un document que vous avez entendu dans cette vidéo de CNN, qui est possiblement sous attaque en 2025, 60 ans plus tard. Et cette loi a été clé pour, comme vous l'avez entendu dans le titre, de donner les droits de vote à tout le monde et de faire que dans le Sud, il y avait plein de lois où les États faisaient des tests pour voir à quel niveau vous parlez et écrivez l'anglais. Et donc, c'était des tests qui étaient faits pour interdire les Noirs de voter parce qu'on allait dire vous n'avez pas assez d'éducation pour voter, donc hop, vous ne votez pas, ou on vous pose des questions pièges et tout ça pour vous interdire de voter. Plein de petites lois restrictives comme ça, donc ça donnait un code fédéral à tout qui était l'élection, le droit de vote, pour que tout le monde puisse voter. Je crois que si mes souvenirs sont bons, dans cet extraordinaire film qui s'appelle Selma, c'est un des événements qui ont amené à la signature de cet acte-là, le personnage joué par Oprah Winfrey, le film commence et elle vient une nouvelle fois passer son examen pour avoir le droit de vote. Et on comprend très vite qu'elle ne le réussira pas. Ce n'est pas lié à ses capacités, ce n'est pas lié à sa préparation. C'était une des lois Jim Crow, c'est que volontairement, on allait la piéger. Déjà, il fallait un courage énorme pour aller présenter ces examens. C'est un petit peu lorsque aujourd'hui, ils font courage pour aller se présenter dans un centre d'immigration ou devant un juge, parce qu'on ne savait vraiment pas ce qui allait se passer et si le shérif qui était en face de vous, parce que c'était le shérif qui vous faisait passer ce test, allait trouver n'importe quelle excuse pour vous battre et vous enfermer pendant quelques jours. Donc, je pense que c'était dans Selma. Je vous invite à aller voir ce film-là. Je crois aussi, et aussi, il faut penser au temps que ça prend parce que il faut aller au centre-ville et d'habitude, à cette époque-là, les Noirs ne vivaient pas proche de ces bureaux-là. Il y avait ce truc de manque d'éducation parce qu'il n'y avait pas ces systèmes en place. Et aussi le temps, quand on n'a pas le temps, parce qu'en France, je sais que vous êtes payé pour aller voter pendant ces heures-là. Aux États-Unis, c'est pas le dimanche. C'est le dimanche, désolé. Aux États-Unis, c'est pendant la semaine, donc il faut partir du boulot, donc ne pas être payé pendant quelques heures. Et il y a plein de pièges, de limites pour vous limiter d'aller voter. Donc c'était un texte qui enlevait ces limitations et qui aujourd'hui on ne sait pas comment ou pourquoi on a eu cette idée de se dire ok, on va limiter ça. On va y revenir, tu vas voir, évidemment, on a la réponse. On avait une citation de Lyndon B. Johnson en 65 qui mettait en avant, c'est au moment de la signature, lorsque Cody vous a montré les photos, et donc en disant qu'aujourd'hui c'est un triomphe pour la liberté qui est aussi important que n'importe quelle victoire qui a été gagnée sur le champ de bataille. On est très proche, on est en 1965, on est 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un discours qui est vraiment fort. La deuxième partie vous explique comment depuis ces 12 dernières années, les MAGA ont tout fait avec le concours de la Cour suprême pour rendre ce texte de plus en plus vide. Le point le plus important qui permet encore à ce texte d'avoir un effet, c'est la section 2. On va en parler dans quelques secondes. Mais je voulais, pour vous montrer l'importance de ce texte-là, vous donner la situation politique en 1965. Vous allez voir, en 1965, nous avons aux États-Unis 6 Afro-Américains, 4 hispaniques et 2 originaires d'Asie ou des îles du Pacifique élus au Congrès. C'est tout. C'est tout. Tout le reste, ce sont des hommes blancs. Donc là, on en est à 12 qui sont élus et aucun, évidemment, sont élus
du sud des États-Unis où il y a la plus grande présence d'une population Et afro-américaine. où Oui. ces lois Jim Crow sont en vraiment place. en place. Et évidemment, l'histoire, même avant Jim Crow, c'est que ça. Et donc ça, c'est avant la loi de 1965. Et regardez l'impact Wow. aujourd'hui de ces lois. On est passé de 12 total, 6 Afro-Américains. Aujourd'hui, il y en a 63. De 6, on est passé à 63. 4 Hispaniques. Aujourd'hui, il y en a 51. Et 21 représentants de la zone Pacifique ou originaires d'Asie. C'est l'effet le plus important du Voting Rights Act. Une meilleure représentation de la population à la Chambre des représentants. Hein, là, quand on vous dit il y a des lois qui ne marchent pas, si vous regardez ces chiffres-là, c'est colossal. Et pourquoi aujourd'hui on vous parle de ces lois-là? Parce que depuis des années, la droite américaine se dit comment contourner ces lois-là, comment revenir, sans le dire bien évidemment, à une situation avant Jim Crow où les élus étaient des élus blancs qui évidemment soutiendraient la politique de Donald Trump. Et dans ce cadre-là, ce qui s'est passé hier à la Cour suprême est extrêmement important. Hier, la Cour suprême a entendu un cas qui est lié à la Louisiane, une affaire donc liée à la Louisiane, où vous avez une douzaine d'électeurs non identifiés qui s'identifient comme étant non afro-américains, qui ont décidé d'attaquer la loi de la Louisiane en disant que la section 2, cette section 2, c'est vraiment celle qui est capitale. Je pense qu'on a une illustration, Thomas. La section 2, c'est celle qui oblige les États à faire des cartes électorales par rapport à sa population. C'est-à-dire donc, voilà, vous avez, on a vu en Louisiane, par exemple, il y a 30% des électeurs qui sont noirs américains. Il faut qu'ils soient représentés. On voit que grâce au gerrymandering, ce qui est complètement fou, c'est que c'est déjà extrêmement compliqué. On vient enfin, en Louisiane, contraint, après des années de démarches et contraint par des magistrats, de rajouter un district sur les 6 qui existent pour illustrer cette diversité. Ouais, pour essayer d'équilibrer. Pour essayer d'équilibrer. Et donc, la plainte qui a été examinée par la Cour suprême hier, c'est une volonté de dire nous devons plus être soumis à la section 2. Et donc, à partir de là, il faut arrêter la section 2 et nous permettre de refaire des cartes électorales telles que nous, États, on se rappelle que c'est super important pour cette Cour suprême, c'est les États qui décident, nous décidons de faire. On ne suit plus une loi fédérale de 1965, nous reprenons le pouvoir en tant qu'État, et si on a envie d'avoir zéro État qui représente un tiers de la population, on a le droit de le faire. On va voir justement la carte qui a été publiée par le New York Times pour que vous voyez ce que ça veut dire dans le sud des États-Unis si on supprime cette section 2. Vous allez voir, vous voyez que des États comme la Louisiane, des États comme le Mississippi redeviennent entièrement, comme l'Alabama, regardez l'Alabama, deviennent entièrement MAGA. Il n'y a plus de diversité, il n'y a plus de candidats noirs. Là, il y a 5 États qui deviennent à 100% rouges. Louisiane, Mississippi, Alabama, Tennessee et la Caroline du Sud qui deviennent entièrement rouges avec aucun district démocrate. Et donc, on vous dit qu'à l'heure actuelle, dans
cette Amérique rouge du sud des États-Unis, toujours sous influence du racisme et de lois locales qui rendent les découpages électoraux extrêmement difficiles. Heureusement qu'il y a la loi de 1965. Les démocrates, sur l'ensemble de ces États, ont 24 élus. 24 élus. Si, au début de l'été, la Cour suprême des États-Unis décide de revenir sur la section 2 de la loi de 1965, les républicains gagneront 12 sièges supplémentaires, de manière automatique. 12 sièges automatiques. Et donc, c'est cette Cour suprême qui, depuis, même avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on voit les délais qu'ils ont pris dans le cadre des procès de Donald Trump, qui ont fait que Donald Trump n'a jamais été jugé. Merci la Cour suprême. C'est cette Cour suprême qui doit décider de la validité de la plainte. C'est d'autant plus inquiétant que lorsque il était avocat pour l'administration de Ronald Reagan, John Roberts, quand je vous dis que c'est un sujet, ce texte de loi, c'est un sujet qui hante les républicains depuis des décennies, John Roberts avait déjà été à la tête, donc John Roberts aujourd'hui c'est le juge à la tête de la Cour suprême et il avait mené des procédures pour limiter les effets du voting rights de 1965 en tant qu'avocat. Aujourd'hui, il est dans cette position de diriger la Cour suprême vers une remise en cause de l'équilibre politique et de la représentation des minorités aux États-Unis pour revenir dans une carte électorale américaine qui ressemble à celle de l'Amérique de Jim Crow, où, vous voyez, il y avait uniquement 6 élus noirs en disant, ben voilà, on veut les remplacer par des électeurs blancs et des électeurs pro-Trump. La décision va être prise au début de l'été. Mais on va voir le résumé que vous propose en termes de news, juste pour que ça soit extrêmement clair, que vous proposez hier un site comme Newswire. Hier, les éléments et les échanges vous laissent penser que la majorité, les juges conservateurs, donc il y a une majorité 6 contre 3, sont sympathiques à cette idée-là. Et de toute façon, dans la réalité, on le savait. On le savait que ces juges-là, dont Clarence Thomas, souhaitent revenir sur ces lois. Pourquoi ? Parce qu'il y a leur travail, des années, 12 ans d'enlever point par point, la section 2 étant le plus gros morceau. Je vous parle ici d'un séisme électoral sans précédent. Donc, il y a ça, et le fait qu'il y a eu une mise en place d'une stratégie depuis des mois. Dans la réalité, et c'est une non-décision, je pense que c'était ce titre, d'une non-décision qui a des conséquences énormes. La réalité, il y a quelques mois, en juillet dernier, la Cour suprême qui devait déjà trancher sur ce dossier-là a refusé de le faire en disant non, on va se réétudier ça dans quelques mois. Cette décision de dire on va réétudier le dossier dans quelques mois, le quelques mois c'était hier, déjà c'était extrêmement inquiétant. Mais en fait, pourquoi ? Et c'est là qu'on rentre dans le cœur de la stratégie. Évidemment, la Cour suprême ne peut pas dire, on va revenir sur une loi fondatrice des États-Unis. On va, nous, juges, supprimer
la loi votée, signée par Lyndon Johnson en 1965. On ne va pas revenir, ne vous inquiétez pas, on ne va pas revenir à Jim Crow parce que déjà, il faudrait démontrer pourquoi des décisions prises par d'autres juges de la Cour suprême ne sont plus valables. Et donc, lorsque, au mois de juillet dernier, ils se retrouvent à devoir se prononcer sur cette même affaire, ils disent non, on reviendra plus tard. Et là, et on avait vu les mêmes choses, si tu t'en souviens Thomas, pour les affaires Trump, il y a un élu, Brett Kavanaugh, qui donne la solution. Il donne la solution. C'est la stratégie. Il dit, mais voilà, vous n'avez pas traité dans votre plainte, hein, on vous prend par la main, vous n'avez pas traité dans votre plainte la question de savoir si la loi devait être indéfinie. C'est-à-dire que lorsqu'en 65, Lyndon Johnson, parce que évidemment, vous avez oublié. jamais pensé que ça serait fait, Ouais. et écrit « Cette loi sera valable pendant toute l'histoire des États-Unis. » Vous avez oublié de dire que dans 60 ans, on pourrait peut-être revoir ça. On pourrait revoir ça en se disant finalement, la loi a été un remède. Regardez, on est passé de 6 à 65, de 6 électeurs afro-américains à 65 aujourd'hui. La réparation a été faite. C'est bon. On peut arrêter. Non, on ne revient pas en question sur la loi. Non. Mais Évidemment, l'objectif était rempli. Ça y est, c'est bon, on a réussi ce qu'on a voulu avec. Donc, plus besoin de continuer ça. Plus besoin de continuer. Et ça, c'est ce que suggère Kavanaugh en juin dernier. Et comme par hasard, tout l'argument qui a été présenté hier par les avocats qui souhaitent ce retour sur la section 2, c'est de dire non, on n'est pas contre la section 2. C'est très bien, mais la section 2 a joué son rôle, on n'en a plus besoin. Pourquoi considérer une section de manière indéfinie ? Ouais. Et donc, évidemment, c'est là que vous avez cette conclusion de dire d'accord, ça c'est intéressant. Vous avez Kavanaugh, vous avez Roberts hier qui ont dit ok, ça c'est intéressant. C'est vrai que c'est une vraie question. Non, on ne veut pas remettre, c'est trop compliqué, on ne va pas remettre en question des décisions de juges avant nous, de la Cour suprême. Mais on va compléter leur travail. On va compléter leur travail, on va créer. Et c'est là qu'on est vraiment dans le cœur de ce qui est en train de se passer. Et quand je vous parle de conséquences de tremblement de terre électoral, on va rentrer dans un rapport qui a été fait par une association justement pour le droit de vote des minorités et vous allez voir ce que ça veut dire en chiffres, c'est tout de suite après ça.